C'est l'heure de la première table ronde de l'après-midi. Donc j'ai vérifié à l'instant que tout le monde était là. Donc je vais maintenant appeler Ophélie Nicolas, qui est la directrice de l'Office des sports de Lyon. Pardon, Ophélie. Gilles Herbe, qui vient de poser une question ou qui vient d'émettre un avis, président de la Fédération française de tennis de table. Mourad Ouazir, qui est le président de Sport Nova. Et Stanislas Breuil, qui représente le Cosmos. Ces 4 acteurs vont nous présenter leurs activités par rapport à la thématique qui est la leur et pour coordonner, pour modérer cette table ronde, cette première table ronde de l'après-midi. J'appelle Aline Varino, la directrice de l'Institut du sport durable. Aline, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est pas que je prenne la parole pendant 45 minutes, donc je vais essayer de relayer auprès des différentes personnes qui sont ici présentes et que je remercie de s'être déplacées et d'être venues pour participer à cette table ronde. Première question, on va lancer les débats. Aujourd'hui, au sein de votre structure, alors vous représentez tous des structures différentes, vous allez vous présenter après, mais finalement, comment vous avez entrepris justement cet alignement de connaissances, comment vous avez pu mobiliser votre écosystème, comment vous avez tenté d'apporter des outils, des dispositifs pour pouvoir sensibiliser et donc potentiellement former votre écosystème sur ces sujets de la responsabilité et de l'éco-responsabilité. Alors, je regarde Ophélie, mais parce que c'est la première qui va intervenir. Je te laisse prendre la main. Merci. Donc bonjour tout le monde. Ophélie Nicolas, je suis la directrice de l'Office des sports de Lyon. Si vous ne connaissez pas les offices des sports, on est des associations locales qui réunissent les associations de leur ville en général. Ça existe plutôt sur des communautés de communes aussi. Donc nous, on réunit environ 250 associations lyonnaises et on travaille en étroite collaboration avec la ville de Lyon, évidemment. Et donc pour répondre à ta question, Aline, il y a un peu d'historique à faire, c'est que comme pour beaucoup je pense, mais moi je suis arrivée à l'Office des sports en 2015 et quand je suis arrivée il n'y avait pas grand chose de fait sur l'éco-responsabilité et même autour de nous on n'en parlait pas beaucoup au final. Donc moi c'était un sujet auquel je commençais à m'intéresser progressivement. C'est passé d'abord par l'organisation d'un événement qu'on a où on a commencé à évoquer ces sujets et puis petit à petit on a fait mûrir la réflexion. Et en cherchant des infos, j'ai vu que c'était très éparpillé et que moi-même qui m'y intéressais, j'avais déjà du mal à trouver de l'info pour mener des actions. Donc du coup on a rédigé un projet associatif qui n'existait pas encore, pareil, quand je suis arrivée en 2015, dans lequel on a proposé plusieurs actions et on a notamment créé un livre blanc pour l'éco-responsabilité dans les associations sportives. Ça a été long. Je crois qu'on a mis 2 ans entre le moment où on s'est dit ça serait bien de faire ça et le moment où on a publié une première version que vous pouvez trouver d'ailleurs sur notre site internet. Ça a été vraiment long, mais on est assez content d'avoir pu faire ça parce qu'on a de bons retours pour l'instant des clubs qui ont pu l'utiliser et voilà, c'était un peu frustrant de mettre aussi longtemps, mais au final c'est mieux de le faire très lentement que de ne pas le faire. On parlait un peu de la rapidité juste avant, donc ça permet de recroiser. Ça rejoint aussi les interventions d'avant, c'est que ce livre blanc, on l'a organisé en plusieurs parties. Il y a une partie qui est vraiment destinée aux différents publics des clubs, et là, sur l'alignement des connaissances, c'était important pour nous que quelqu'un qui ouvre le livre blanc, il sache directement quelles actions il peut mettre en œuvre, lui ou elle-même, dans son club. Et donc, en fait, on a organisé le livre blanc avec une partie pour les dirigeants, une partie pour les entraîneurs, une partie pour les salariés plutôt administratifs et une partie pour les pratiquants et pratiquantes. Donc ça permet à quelqu'un qui n'a pas trop le temps de venir lire ces 2, 3, 4 pages et de ne pas se coltiner les 25 pages.
L'autre partie, c'est une organisation de l'info un peu, puisqu'il y a des initiatives locales, régionales, nationales, internationales, que moi-même j'avais du mal un peu à démêler, quoi. Et donc du coup, on a aussi recensé, alors tout c'est peut-être un peu prétentieux, parce que je pense qu'on est presque sûr d'avoir raté des choses, mais en tout cas une majorité des initiatives existantes, y compris au niveau local, et là c'est nous notre cœur d'action, c'est aussi d'agir sur notre territoire. Donc il y a plein d'associations chez nous ou qui sont nationales et qui ont existé d'abord à Lyon, comme Football Écologie France qui est dans la salle, l'Institut du sport durable évidemment. Donc ça a été assez long aussi, mais très important. Et la dernière partie, c'était quand même de remettre un peu les enjeux, même si c'était une partie un peu plus technique et un peu moins peut-être ludique pour les clubs. Mais c'était important aussi de se rappeler qu'on n'a pas tous le même niveau déjà de connaissance de base de pourquoi finalement on demande toujours de faire des choses autour de l'éco-responsabilité. Et donc du coup, voilà, on a voulu faire tout ça. Je vais essayer de ne pas être trop long pour la fin, mais à partir de là, on s'est dit ok, c'est bien, on a un document, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que du coup, maintenant, il faut un peu le faire vivre. Et donc, on a créé une mission de service civique pour permettre d'aller déployer les actions vraiment au contact des publics. Et donc, là, ça a permis aussi de pouvoir créer des ateliers, grâce à mes collègues qui sont dans la salle d'ailleurs, pour aller vraiment toucher les clubs sur leur terrain et un peu leur enlever cette charge mentale de devoir eux-mêmes créer l'animation, créer l'initiative, alors qu'ils n'ont pas forcément justement la formation et la connaissance pour le faire. Donc là, Anaïs, qui est volontaire en ce moment, a déjà créé 4 ateliers qu'elle a commencé à déployer pendant les vacances de février. Et du coup, on est en train de bosser sur la suite pour pouvoir continuer tout ça. Super, très bien, merci, très concise. Du coup, là, on a eu un exemple d'une strate qui est en local. Je crois que c'est bon, faut pas trop que je bouge. Oui. Un exemple de strate locale, d'une structure sportive locale qui a des relations aussi, et on le verra un petit peu plus loin, peut-être un petit peu particulières avec la collectivité. Il y a d'autres structures qui agissent et qui disposent aussi d'outils pour pouvoir aligner ces connaissances et pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la formation. Et je laisse Mourad, pour le coup, présenter sa structure, qui est une autre forme, finalement, de structure qui participe à augmenter cette compétence au sein des associations. Merci Aline. Bonjour à toutes et tous. Mourad Ouazir, je représente la société Sportnova, enfin l'organisme de formation en fait Sportnova, qui est au départ un cabinet conseil pour les associations sportives amateurs. On accompagne, nous, depuis 15 ans, chaque année, plusieurs dizaines d'associations sportives sur différentes thématiques, mais tout tourne autour de la structuration, en fait, de la professionnalisation et du développement des associations sportives amateurs. On a fait le constat que ces quelques dizaines d'associations qu'on pouvait accompagner permettaient justement d'apporter un vrai plus, mais que c'était une goutte d'eau en fait dans ce qu'on pouvait mettre en place, lié notamment au turnover des dirigeants bénévoles dans les associations, mais aussi au fait que les emplois qui sont souvent précaires et liés à des aides. Et on s'est dit qu'il fallait aller plus loin, donc on est parti sur l'angle de la formation. Donc aujourd'hui, on dispense plusieurs formations, et notamment une formation diplômante qui s'appelle, c'est un titre à finalité professionnelle, le chargé de développement d'une structure sportive associative. C'est une formation qui est portée par l'OCS, l'organisme certificateur du sport. Elle est toute nouvelle dans le paysage. Comme nous, le diplôme, c'est la première année qu'il est mis en place, et cette formation aussi. Mais son contenu, en fait, nous a plu. Il nous a plu pour différentes raisons, parce qu'il est suffisamment large dans les compétences qu'il propose. Et en même temps, c'est l'un des rares diplômes qui ne propose pas de contenu pour l'encadrement de la pratique, mais qui soit spécifique au milieu sportif associatif dans la formation professionnelle. Donc on est parti là-dessus, et on a la chance aussi, j'y reviendrai après, mais d'avoir un module RSO qui fait partie intégrante de cette maquette. Voilà. Donc nous, le cœur d'activité, je dirais, qui tourne autour de la professionnalisation, ça passe notamment par un document, c'est Ophélie qui en parlait, mais les associations aujourd'hui, le document de référence, alors je ne vais pas parler des statuts, mais plutôt du projet associatif. Et on s'aperçoit que le projet associatif, déjà il est rarement rédigé, mais quand il l'est, il contient rarement cette dimension RSE-RSO. Et finalement, on s'est dit qu'il fallait agir aussi là-dessus pour que ce soit
ancrée directement au cœur de la problématique associative et des acteurs qui la composent pour que ça puisse avoir du sens. Donc, dans la construction de la formation, le module RSO, théoriquement, fait 35 heures. Nous, chez Sportnova, on en accorde 46 sur une formation qui fait 612 heures, donc on a été plus loin que les prérogatives. On a souhaité agir, je dirais, auprès de tous les publics. La thématique, c'est comment aligner ces connaissances à travers toutes les parties prenantes. Et bien, déjà dans l'association, j'ai envie de dire, on a différentes sensibilités, on a différents acteurs qui n'ont pas la même approche. On peut parler des bénévoles qui sont sur le terrain, qui encadrent la pratique, qui la dirigent pour les arbitres, etc. On a aussi bien sûr les dirigeants qui sont élus et qui sont censés porter le projet, prendre des décisions fortes. On a les professionnels qui agissent aussi, on a les pratiquants, on a les parents, les sympathisants, enfin bref. Et en fait, tous n'ont pas la même vision des choses. Aujourd'hui, si je résume, ou plutôt pour vous donner un exemple, la première session qui est en cours de charge et développement d'une structure sportive, je travaille avec Karine Bloch qui est ici dans la salle, elle leur a posé la question, savez-vous ce que c'est que la RSO ? Et ben non, ils ne savaient pas ce que c'était que la RSO. Quand on parle RSO aujourd'hui dans une association sportive, y compris à des professionnels dans le monde amateur, la plupart du temps, on s'aperçoit que toute cette dimension-là, elle est totalement méconnue. Et là, on parle à des professionnels. Alors, quand on va parler à des personnes qui passent encore moins de temps, qui sont moins investies, enfin voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc, on s'est dit qu'il fallait prendre ça à cœur aujourd'hui et en faire un véritable outil. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est de partir du projet associatif. L'un des points principaux, je dirais, c'est de ne pas faire ce qui a pu être le cas ou ce qui est encore le cas, une sorte de greenwashing. Et dire, bon, bah, on a le projet, on rajoute une ou deux actions dessus, un peu vertes, et puis finalement, c'est bon, on est dans les clous. L'idée, c'est plutôt de partir de la réflexion commune et partagée avec l'ensemble des acteurs, donc pas que les dirigeants enfermés dans une salle de réunion pendant que les enfants pratiquent. Non, on incite à avoir une démarche, une méthode de travail sur laquelle on va aller complètement, je dirais, inclure l'ensemble des parties prenantes et essayer d'avoir une vision là-dessus concrète des choses. Voilà. Mais j'y reviendrai après pour la partie plutôt solution. Sur la formation en elle-même, la partie RSO, c'est quelque chose qui... Alors, je vais même plus parler de l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui touche les disciplines différemment. L'intervention juste avant était assez frappante, mais c'est vrai qu'on ne parlera pas de la même chose quand on est dans l'aviron que quand on est dans le handball. C'est pas la même chose quand on est un sport de pleine nature que quand on est un sport indoor. C'est des problématiques différentes. Et ça, pour moi, ça contribue à ce qui semble manquer, c'est-à-dire un alignement de ce qu'on veut y mettre. Si on parle éco-responsabilité aujourd'hui, sur le terrain, les acteurs ne savent pas de quoi on parle. Si on leur parle de la problématique plus concrète pour eux des bouteilles en plastique, ok, ça fait sens. Et là, pour le coup, il y a très peu de monde qui va vous dire « Ah ben non, on n'abandonne pas les bouteilles en plastique ». Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt pour nous d'aborder les choses de manière très concrète, très pragmatique. C'était Gilles Herbe qui parlait voilà, des petits pas. Je pense que voilà, on peut y aller, petit pas par petit pas, et puis essayer d'avancer progressivement ensemble et résoudre les problèmes les uns après les autres. Voilà. Et aussi tenir compte de ces difficultés qui vont demeurer, qui sont le fait qu'on ait des publics hétérogènes, qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes attentes, pas les mêmes objectifs, et finalement, pour mettre tout le monde ensemble dans un mouvement, dans une dynamique, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc on essaye, en tout cas nous on essaye, au niveau de la formation, de partir des salariés, des professionnels de l'activité, de leur donner des clés, des outils, déjà de compréhension, parce que, voilà, je le disais, c'est pas forcément simple pour eux au départ de comprendre le concept. Ensuite, des exemples, des illustrations très précises, et puis à travers des colloques, à travers des vidéos, à travers tout ce qu'on peut avoir, essayer d'inspirer. L'un des vrais freins aujourd'hui pour moi, c'est que tout le monde va être OK sur le principe de l'éco-responsabilité. Voilà, je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Mais comment on fait ?
comment on s'y prend concrètement au quotidien dans un petit club de foot rural, jusqu'où on peut aller, ne pas se sentir coupable si on ne fait pas des miracles, mais voilà, chacun porter un petit bout. Et voilà, c'est ce qu'on essaye d'inculquer à travers cette formation. C'est quelques heures qu'on peut dispenser, ce ne sera jamais assez, mais au moins ça permet d'avancer un petit peu, de faire ses petits pas. Et puis j'espère que ça fera ensuite, ça enclenchera une dynamique pour tout le monde. Voilà pour la partie alignement. Merci Mourad. C'est pas sa dernière prise de parole, je vous rassure. On parle de petits pas par petits pas. On parle aussi, et vous l'avez dit Gilles tout à l'heure, d'accélérer justement, d'accélérer cet alignement de connaissances. Et alors le challenge est assez conséquent au niveau national sur cette strate nationale en tant que fédération. Racontez-nous, vous, comment vous avez entrepris ce challenge. Merci, merci Aline. Alors notre fédération, la Fédération française de tennis de table, je dirais depuis plusieurs années, se pose cette question de l'éco-responsabilité, fait des petites actions qui ont toutes leurs vertus, hein, bien sûr, et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, elles sont toutes intéressantes, toutes valables. Mais il y a quelques années, je me suis posé la question de comment on pouvait aller un petit peu plus vite et comment on pouvait créer une dynamique plus forte, plus engageante pour notre fédération. Et je me suis posé longtemps la question, je me suis posé longtemps la question de savoir si une fédération pouvait se contenter que de produire des champions ou si elle avait une autre utilité. Et finalement, la réflexion faisant, je me suis dit que une fédération, c'est un acteur social et c'est un acteur social puissant qui est capable d'être un levier de transformation pour la société. Et donc il fallait mettre en mouvement cette fédération véritablement et de manière un petit peu plus forte. Alors je crois que, et j'essaie de résumer un petit peu pour pas être trop long, mais je crois que ce que j'ai voulu faire avec mes équipes, c'est qu'on puisse donner plus de sens et aller plus vite. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est de devenir la première fédération sportive olympique à mission. À mission, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on souhaite se donner, à côté des enjeux sportifs qui sont naturels. On est une fédération olympique, on veut contribuer à la récolte des médailles olympiques, faire rayonner la France. Mais à côté de ces enjeux sportifs, on souhaite ajouter des enjeux sociaux et environnementaux. Et comment on fait pour s'engager? On s'engage parce qu'on va transformer nos statuts, on va réfléchir à notre raison d'être, et on va se donner de véritables enjeux qui vont être mesurés en termes d'impact grâce à un organisme tiers indépendant. Donc on va s'engager, on va faire en sorte que ça devienne un enjeu de notre fédération. Alors évidemment, je vais un petit peu vite dans cette histoire, hein, mais ça passe par des étapes. Par exemple, on a construit un programme qui s'appelle le Ping citoyen. Et dans ce Ping citoyen, eh bien, on a différents leviers qui vont de la santé à l'éducation, à l'insertion, à l'inclusion et évidemment à l'éco-responsabilité. Donc on voit différents enjeux. Mais finalement, l'idée principale, c'est comment on peut servir la société, comment on peut contribuer à rendre cette société un petit peu meilleure. Concrètement, je l'ai effleuré tout à l'heure, construire une raison d'être différente, plus en phase avec les besoins de la société. C'est aussi se doter d'un comité de suivi qui va faire avancer et nous aider à piloter finalement cette raison d'être. Et puis un organisme tiers indépendant qui va contrôler la véracité et l'impact de notre action. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de faire et je crois que ça va donner du sens finalement à notre action et pour engager notre communauté, je crois que ce qu'il y a de plus fort, c'est évidemment le sens qu'on va apporter à tout ça. Si ça n'a pas de sens, si c'est que trop petit, je crois qu'on
on va rester petit. Moi, j'ai plutôt envie de voir grand et d'avancer un petit peu plus vite. Et on verra tout à l'heure, peut-être quand je reprendrai la parole, comment on va le mettre en musique. Merci. On a évoqué lors de nos échanges, pour essayer de préparer cette table ronde, bien sûr qu'on a évoqué les freins. Je pense que si on est tous réunis dans cette salle, c'est qu'on en a bien conscience, qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'on a tous les mêmes. Moyens financiers, moyens humains, manque de temps, manque de beaucoup de choses d'ailleurs. Mais que surtout, et je rebondis un petit peu sur vos propos, initialement, une structure sportive, elle est là pour faire de la performance, ou en tout cas pour proposer, et je pense que c'est ça aussi l'objectif, c'est de proposer une pratique sportive. Donc quand on s'adresse à des clubs comme ça, effectivement, et quand on leur parle d'éco-responsabilité, on est confronté à ce frein-là. Mais on va plutôt, là, pour le coup, s'intéresser aux leviers, parce que les freins sont communs, mais les leviers, finalement, ils dépendent aussi des strates sur lesquelles on évolue. Et donc là, je vais laisser Ophélie s'exprimer sur ce sujet. Quel est le levier? Quels sont les leviers? Quelles sont les opportunités? On parlait tout à l'heure de l'éco-conditionnalité comme une contrainte, mais est-ce que ce n'est finalement pas une opportunité? Donc je vais laisser Ophélie s'exprimer sur ces choses-là, et en local, quels sont les leviers, les opportunités qui ont existé et qui existent encore? Je pense que pour nous, c'est passé par plusieurs choses. Comme je le disais tout à l'heure, déjà, ça part souvent d'une première impulsion individuelle, ou en tout cas d'un petit collectif de personnes qui s'intéressent au sujet. Du coup, nous, ça a été le cas pour nous, mais aussi, par exemple, on a des clubs qui faisaient déjà des choses avant qu'on les fasse nous, et d'ailleurs, on s'est appuyé sur eux. Je vois que le Bacli est présent dans la salle. On s'est appuyé aussi sur leurs initiatives pour alimenter le contenu de notre livre blanc. Donc, ok, les petits pas, le colibri, l'initiative individuelle, elle est importante. Pour autant, il y a des strates, qu'elles soient locales ou même nationales, avec les fédérations aussi, de personnes qui sont donneuses du cadre. Et pour nous, c'est beaucoup passé par toutes les impulsions qui ont pu être mises en place par la ville de Lyon. Notamment depuis le début du mandat en cours, puisqu'il y a eu une vraie, comme l'a expliqué Julie ce matin dans son ouverture, une vraie logique d'éco-conditionnalité des subventions, qui a fait aussi que les clubs, même s'ils s'y intéressaient, un petit problème de micro. Les clubs, même s'ils s'y intéressaient un petit peu, bon, ça traîne un peu, puis ok, ça va un peu conditionner ma subvention cette année, bon, je vais m'y intéresser un peu plus et un peu plus rapidement. Donc effectivement, ça a permis vraiment d'impulser les initiatives. Et je voulais revenir sur ce qui était dit avant, par ce qui est imaginé par la Fédération d'Aviron sur l'organisation des compétitions. Je pense que ça, c'est aussi un vrai levier, et que les clubs, ils sont dans l'attente de ok, on peut faire plein de petits gestes sur les déchets, sur notre voilà, la formation, la sensibilisation, etc. Par contre, le cadre propre de notre pratique et les émissions et la pollution et l'impact environnemental ou social qu'on peut avoir, il est aussi créé par le cadre qu'on nous donne, qu'il soit politique ou sportif. Et le cadre sportif est donné par les fédérations, et je trouve ça vraiment top que des fédérations commencent à réfléchir à l'organisation des compétitions, parce que ça va passer aussi par là. Et enfin, pour terminer le propos, je voudrais aussi remettre en perspective que, par exemple, quand on nous a parlé de sécurité de la route pendant 10 ans, il y a 20 ans, on nous a dit faut pas être votre ceinture, sinon vous allez mourir. Et on nous a pas expliqué pourquoi on passait à travers le pare-brise, qu'il n'est pas assez résistant, que quand on roule à tant de km/h, on atterrit à tant de mètres de la voiture. Et je pense aussi qu'on n'aura peut-être pas besoin que les gens ils aient tous la connaissance profonde des enjeux, tant que les informations elles viendront de toutes les parties prenantes possibles qui les entourent. Je crois qu'il y a une personne d'un lycée qui disait ça tout à l'heure, que elle a beau être prof de sport toute seule, si elle n'a pas les autres profs des autres matières qui font aussi le travail, ça marche pas. Donc nous, c'est un peu pareil. Si les fédérations, les offices, les écoles, les instituts de formation, etc. font le boulot, les gens, ils n'auront pas besoin de tous avoir la connaissance à partir du moment où ils savent, ok, c'est ça que je peux faire, j'ai telle ressource, les prestataires, c'est cela, etc. Voilà. Merci. Non, mais c'est très bien, parce que du coup, j'en profite. Je fais la passe décisive agile. On parlait de levier d'accélération.
Je crois que c'est là-dessus qu'on va continuer. Merci. Oui, en tout cas, j'ai été intéressé par ça, par ce qu'a dit Ophélie. C'est pas parce qu'on sait qu'on va faire plus. On sait qu'on ne doit pas fumer, pourtant des gens continuent à fumer. Donc il y a un effet de sens, je crois, qu'il faut trouver à sa vie et à l'action qu'on mène. En tout cas, en ce qui nous concerne, je crois qu'on ne part pas de rien parce que les clubs font déjà des choses. Les clubs font des choses. Il y a des gens qui sont moteurs et il faut aller les identifier pour les mettre en valeur, partager leurs pratiques et en faire vraiment un élément un peu boule de neige. Nous, ce qu'on a voulu faire dans le cadre de la construction de cette fédération à mission, c'est d'entrer dans une démarche de co-construction et c'est parce qu'on construit ensemble qu'on va finalement apporter une formation et finalement faire réfléchir les gens autour d'un sujet qui est l'éco-responsabilité par exemple, mais aussi des actions citoyennes au sens plus large. Donc cette raison d'être, aujourd'hui, on est en train de la construire avec tout l'écosystème du tennis de table. On a commencé par faire bien sûr des webinaires. Actuellement, on fait des ateliers territoriaux. C'est-à-dire qu'on va dans les territoires, on regroupe des clubs, des comités, la ligue, et puis on réfléchit ensemble à ce que ça pourrait être notre raison d'être en mettant des focus sur différents axes de l'éco-responsabilité, par exemple. On a aussi engagé un vaste plan de communication parce que je crois qu'il faut que tout le monde soit bien informé de pourquoi on le fait, quel est le sens de ce qu'on fait, qu'est-ce que ça va nous apporter à tous, aux uns et aux autres. Donc je crois que ça s'accompagne toujours par de la communication. On a identifié des acteurs forts qui sont aujourd'hui des ambassadeurs sur lesquels on compte pour faire circuler l'information, pour engager la communauté proche, de proximité. Et puis on a aussi fait appel à des experts. À côté de moi, à ma gauche, j'ai une experte. Et l'Institut du développement durable nous aide, bien sûr, à faire ce travail d'acculturation dans les territoires autour de ces enjeux et surtout des solutions qui sont celles des clubs. Donc moi je crois que entrer dans ce projet, c'est en lui-même une action de formation par la méthode qui a été la nôtre ou qui est la nôtre, celle de la co-construction. Et finalement, c'est celle-là qui fait réfléchir tout le monde et qui nous fait avancer et prendre conscience que, enfin en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est qu'il faut aller maintenant plus vite parce qu'il y a urgence. Et faire des petits pas, je crois que c'est des fois faire semblant de faire. Parce que des fois les pas sont trop petits. Donc j'ai envie de les bousculer. Voilà, c'est ça le sens de mon message. Merci. Alors, je vais donner la parole à Mourad. Peut-être un petit peu, pour le coup, différent, parce qu'on n'est clairement pas sur la même structure. Mourad, vous ne pouvez pas vous adresser, entre guillemets, directement à un écosystème sportif territorial, justement, pour accélérer les choses. Donc, vous avez des freins qui sont parfois même les mêmes, mais comment vous faites pour lever ces freins-là et quels sont les leviers que vous utilisez aujourd'hui pour inciter les personnes, les salariés de structure à suivre ce genre de formation? Alors c'est vrai qu'on n'agit pas au même niveau en fait, mais on agit totalement en complémentarité. Ce qui fonctionnera forcément, c'est quand tout le monde il mettra entre guillemets mettra sa pierre à l'édifice. J'ai perdu je crois que c'était Karine, la professeure de PS en collège ce matin qui intervenait et qui disait on appartient nous à une génération qui n'a pas été sensibilisée dans notre jeune âge à ces questions-là, ou moins en tout cas qu'aujourd'hui. Donc on arrive avec des personnes qui entrent en formation, qui ne savent pas vraiment de quoi on parle. Mais moi j'espère que c'est quelque chose qui va changer, puisque les jeunes générations sont davantage aujourd'hui sensibilisées, et que finalement le travail qui est initié aujourd'hui va permettre d'embarquer tout le monde, et que chaque acteur, l'école publique à son niveau pour les plus jeunes, la formation professionnelle, la formation universitaire, les fédérations, le mouvement sportif, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est vrai qu'un organisme de formation
sur un territoire, quand bien même on a plusieurs antennes de formation pour dispenser ça, on a des toutes petites cohortes. Hein. On est sur 10 à 15 personnes en formation chaque année. Donc voilà, on va faire nous des petits pas, mais on va les faire quand même, on va prendre notre part là-dedans. Et puis surtout, on va essayer de capitaliser. Alors, je parlais du projet associatif tout à l'heure comme levier, j'y crois fermement. Je pense que s'il est co-construit avec tout le monde, c'est déjà une démarche d'engagement. Et c'est déjà un premier pas vers du mieux. Voilà, c'est pas la révolution, mais c'est déjà une première évolution vers du mieux. La deuxième chose, c'est que les personnes qui ont le message et qui se sentent appartenir à ce mouvement-là, théoriquement, deviennent aussi ambassadeurs à leur tour. Alors c'est pas du prosélytisme, quoique, mais on va essayer de convertir tout le monde et puis de faire en sorte que chacun se sente concerné. Pas que effectivement dans le oui c'est bien, allez-y, mais dans je vais prendre ma part, quoi. Voilà, je vais moi aussi avancer. Donc voilà, ça c'est le deuxième aspect. Et puis pour en revenir à l'alignement, c'est aussi à travers la formation essayer de comprendre tout le monde. On s'adresse à différents publics qui n'ont pas les mêmes priorités au quotidien. C'est vrai que l'éducateur sportif, ce qui l'intéresse, c'est la performance sportive d'abord. Voilà. Le dirigeant, c'est comment on va boucler le budget. Et finalement, certains perçoivent l'éco-responsabilité comme une contrainte de plus, et pas comme un levier. Donc, on essaye d'agir là-dessus et d'apporter des éléments pour dire non, attendez, c'est quelque chose qui peut permettre de faire mieux. Mais pour ça, voilà, tous les acteurs doivent être engagés. Je prends l'exemple, je discutais à la pause aussi tout à l'heure, la Maïf, hein, ils sont là, je vais les citer, mais a lancé un appel à projet dans le cadre de l'éco-responsabilité. C'est génial, ça veut dire qu'on va être incitatif aussi dans d'autres domaines qui au départ n'ont rien à voir avec le sport, ou de l'extérieur en tout cas n'ont rien à voir avec le sport, mais qui vont agir sur les comportements et qui vont permettre aussi d'aspirer ou d'influencer ou de conduire à ça. Donc voilà, nous on se fond dans ce mouvement-là, collectif. La formation, c'est un moyen d'apporter de la connaissance avant tout, mais aussi des outils, de la méthodologie. C'est le moyen aussi, je pense, que voilà, tous les organismes, il y en a d'autres qui ont pris la parole au cours de la journée, chacun agit à son niveau, et ça permet vraiment d'avoir ce côté, on va tous ensemble aller vers un objectif partagé dans ce cadre-là, quoi. Voilà. Donc on est pleinement acteur, je dirais, de tout ça. Merci Mourad, pardon, parce que j'ai un maître du temps qui me regarde avec des gros yeux. Une dernière prise de parole, parce qu'il faut quand même... C'était prévu. Didier aussi me regarde avec des gros yeux. Alors, il y a ces acteurs qui agissent en local, à toutes les strates territoriales, à toutes les échelons territoriales. Par contre, il y a des acteurs aussi qui travaillent entre guillemets dans l'ombre. Il y a des acteurs qu'on ne connaît pas forcément bien et que l'écosystème sportif ne connaît pas forcément bien. Et je laisse la parole à Stanislas qui a 5 minutes. Merci Aline. Bravo. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, merci pour la question, merci pour l'opportunité de présenter les actions et le rôle à la fois du Cosmos et de la branche professionnelle du sport. Parce que comme l'a dit Aline, c'est un rôle qui est parfois méconnu, qui est encore trop peu connu, alors qu'il est fondamental, primordial, dans le sens où il touche largement le financement des formations. Et donc vous savez autant bien que moi à quel point ce sujet du financement est central. Donc peut-être avant de rentrer dans les détails, juste vous présenter ce qu'est le Cosmos et ce qu'est une branche professionnelle. Donc lorsqu'on parle de la branche professionnelle du sport, on entend les organisations patronales représentatives, dont le Cosmos, et les organisations syndicales de salariés. Donc le Cosmos, c'est l'organisation patronale principale de la branche, ultra majoritaire. Et donc on a aujourd'hui 12 000 adhérents issus de l'ensemble des sous-secteurs de la branche, à savoir le sport associatif et fédéral, le sport professionnel et ce qu'on appelle les loisirs sportifs marchands et l'événementiel privé. Donc comme un syndicat classique, on défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, on leur apporte du conseil juridique, mais défendre leurs intérêts, c'est également co-construire et aller chercher des financements sur tout le sujet des formations. C'est en ce sens que le rôle du Cosmos et le rôle de la branche, et donc des partenaires sociaux, il est clé, puisque on a une mission, on s'est donné une mission, c'est de structurer le secteur par la professionnalisation et donc par la formation. Donc l'objectif, il est vraiment de créer toutes les conditions nécessaires et propices au développement de la professionnalisation et donc de la formation.
C'est en ce sens qu'on a à l'époque co-créé avec Campus 2023 le titre de la finalité professionnelle excellemment bien présenté par Mourad, chargé de développement d'une structure sportive associative. Parce que l'objectif, la stratégie qui sous-tend nos actions, c'est de renforcer les compétences de nos professionnels pour que le poste aujourd'hui principal de la branche, qui est celui d'éducateur sportif à 60%, en renforçant les compétences d'un éducateur, il n'apportera pas uniquement, et c'est vraiment pas du tout péjoratif, de l'encadrement de séances à son club, à sa structure, mais qui va pouvoir lui apporter une vision, recourir au développement d'un projet associatif et donc développer de nouvelles activités, développer de nouveaux revenus et donc aboutir sur un modèle économique plus pérenne. Donc, en ce sens, on mène avec les partenaires sociaux une politique de formation, de certification et surtout de co-construction des financements avec notre opérateur de compétences, l'AFDAS, pour être en capacité d'apporter à nos structures l'ensemble des compétences dont ils ont besoin et les compétences qui vont leur permettre de s'adapter aux mutations de la société, et évidemment le changement climatique en fait partie. Donc cette politique, elle nous permet d'envoyer tous les ans des salariés en formation, et la branche du sport est une société très consommatrice en termes de formation. On a quasiment une structure employeuse sur 2 qui envoie un salarié chaque année en formation. Donc tous les ans, on a des salariés qui vont se former sur le sujet de l'éco-responsabilité. Et puis surtout, on voit une prise de conscience de la part des partenaires sociaux et du Cosmos, et notamment une volonté désormais d'intégrer ce sujet de l'éco-responsabilité à toutes nos actions. Donc par exemple, je vous le disais, le rôle clé qu'on porte, c'est d'aller chercher des financements. Donc après la crise Covid, on avait des financements exceptionnels, le FNE, sur lequel on avait notamment la possibilité de financer des formations sur 3 lignes spécifiques, et l'éco-responsabilité en faisait partie. On a également un catalogue de branches, donc c'est un catalogue qui est extrêmement facilitateur pour l'ensemble des structures, puisqu'il ne nécessite aucune démarche administrative. C'est vraiment une structure qui peut inscrire son salarié, et ensuite c'est entre l'OF et l'AFDAS que tout se joue. Et donc on a aujourd'hui une dizaine de thématiques. Et donc on est en train de pousser, on est en train de travailler, encore une fois avec l'AFDAS, pour intégrer à ce catalogue des formations sur l'éco-responsabilité. Donc ça, c'était tout ce que le Cosmos mène avec l'ensemble des partenaires sociaux de la branche. Mais on a également une prise de conscience plus personnelle, individuelle, si je peux dire, au niveau du Cosmos. On est aujourd'hui la seule organisation patronale qui couvre l'ensemble du champ d'application de la branche du sport. On représente, comme je vous le disais, 12 000 adhérents. Et donc, en tant que tête de réseau, qui réunit à la fois des structures associatives fédérales, du sport professionnel et plutôt marchandes, on a cette responsabilité de donner des outils, des moyens, créer ces moyens, et surtout de sensibiliser les employeurs. Donc le Cosmos a son propre organisme de formation. Nous, vous l'avez sûrement compris, notre mission, c'était de structurer le sport par la professionnalisation, d'accompagner les employeurs du sport dans la gestion de leurs salariés. Mais on est bien obligé, et comme je le dis, c'est vraiment une volonté, et c'est vraiment notre responsabilité de s'ouvrir sur ces sujets qui sont ô combien importants, et dont celui de l'éco-responsabilité. Et donc à partir de la rentrée prochaine de septembre, on proposera à nos adhérents également, dans notre catalogue de notre organisme de formation, une formation sur l'éco-responsabilité qui sera portée en partenariat avec Fair Play for Planet. De la même manière, ce soir, à Paris, on organise un événement qui était destiné à l'ensemble de nos adhérents et de leurs dirigeants sur ce sujet de l'éco-responsabilité pour, si je puis dire, éveiller les consciences et à l'aide d'experts, dont l'Institut du sport durable, dont Fair Play for Planet et d'autres acteurs, montrer à quel point le sport peut également être vecteur de transition écologique. Et puis je terminerai par là. L'idée, c'est aussi d'apporter notre pierre à l'édifice sur la compréhension des enjeux, et notamment sur la formation. On est copilote d'une étude d'impact du changement climatique sur les activités sportives, et surtout sur nos métiers et nos formations, plutôt sur les compétences qui sont nécessaires, qu'on doit retrouver dans nos clubs pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Donc c'est dans le cadre d'un EDEC, un contrat, excusez-moi pour l'acronyme un peu barbare, qui est porté
conclu entre l'État et des branches professionnelles. Ici, c'est l'UDES qui est le syndicat multiprofessionnel dont le Cosmos est membre. Et donc, en tant que membre de l'UDES et représentant du champ du sport, on sera copilote de cette étude qui, comme je vous le disais, a vocation à faire un diagnostic de l'impact du changement climatique sur nos activités, sur nos clubs, sur nos fédérations. Donc, dans ce cadre, on va largement nous sensibiliser, ou plutôt solliciter ces clubs qui seront donc par conséquent sensibilisés. On va co-construire, on va évidemment communiquer largement sur le diagnostic qui aura été opéré. Et puis, à partir de ce diagnostic, l'objectif, ça va être de cartographier et d'analyser l'offre de formation existante aujourd'hui. Et comme on aura identifié les besoins, on va pouvoir identifier quels sont les manques, et de tout cela va aboutir à un plan d'action qui permettra d'accompagner les employeurs du sport sur les compétences et sur les thématiques sur lesquelles on se doit d'être formé. Donc peut-être une phrase de conclusion, si je peux encore. C'est vraiment, je vous jure que ça permettra de prendre un peu de hauteur. Si vous l'avez bien compris, aujourd'hui, la branche du sport est une branche dans laquelle, je le disais, les structures sont largement consommatrices des dispositifs de financement, mais la part de formation liée à l'éco-responsabilité est encore assez faible. Nous, on pense que c'est vraiment un levier de structuration, de mobilisation de ces salariés, notamment pour les fidéliser. Et donc, on est l'acteur clé avec les partenaires sociaux pour aller co-construire et chercher ces financements. Et donc, on continuera toujours autant que possible à intégrer l'éco-responsabilité dans ces actions-là. Merci. Messieurs, dames, la parole est à vous pour des questions. Pensez à vous identifier, s'il vous plaît. Marie-Liesse d'Auvergne. Alors, timekeeper, ok, mais aussi responsable de l'organisme de formation d'IPAMA. C'est plus une petite remarque qu'une question, mais après je veux bien vos réactions. J'ai absolument rien contre la politique des petits pas, et il faut avancer de toute manière. Pour autant, je rejoindrai quand même ce que vous disiez tout à l'heure, et sur l'urgence et donc la nécessité d'adresser ces sujets de manière forte. Et je reviens sur ce que c'est une démarche RSE. Une démarche RSE, c'est par nature structurant. Et donc, dans la logique, c'est d'identifier ces impacts. Et tout à l'heure, quand on parlait des gobelets ou autre, bon, peut-être c'est bien, mais je reviens sur ce que disait, je crois que c'est Olivier Laplanche tout à l'heure sur l'aviron. À un moment, l'impact de l'aviron, c'est pas les bouteilles d'eau, quoi. C'est comment on se déplace sur ces compétitions ou pour sa pratique, c'est comment on protège les rivières ou l'océan dans lequel on pratique. Enfin voilà, c'est vraiment d'identifier ces impacts. Je pense que vraiment comprendre ce que c'est une démarche RSE et RSO dans ces activités sportives, c'est ça. Et j'ai rien contre les entrées par les actions, je comprends qu'il faut que ce soit concret, mais pour moi c'est deux choses différentes en fait. Voilà, c'est pas vraiment une démarche RSE, RSO dans ce cas-là. Voilà, c'est juste. Je veux bien vous entendre en réponse. Vous avez des réactions immédiates ? Moi, ma réaction elle est très simple. Je partage à 200% ce qui vient d'être dit. Donc, oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que ce soit une véritable démarche qui nécessite forcément des investissements et qui aille là où on peut avoir un impact le plus fort et pas forcément là où c'est le plus facile à réaliser. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'observe parmi toutes les fédérations françaises, et j'ose le dire, et peut-être je mets un petit pavé dans la mare, mais on est entre nous, donc on peut peut-être dire quelque chose, c'est que il y a beaucoup de cosmétiques dans la communication de nos fédérations sportives, mais si on confronte ça à l'investissement financier, humain, à la construction d'une véritable démarche d'impact, on est vraiment très très loin du compte, je crois. Et on a besoin, Mourad l'a dit, de tous les acteurs aujourd'hui pour nous aider à le faire plus fort et plus vite. Et les collectivités ont besoin des fédérations pour aller aussi plus fort et plus vite. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit bien ensemble, dans le même élan, pour qu'on puisse transformer véritablement nos pratiques. Je vais me permettre de rebondir immédiatement parce que j'ai le sentiment qu'on dit tous la même chose.
qu'on n'est pas au même endroit, on n'est pas positionné au même endroit sur le chemin. Et c'est ce qui fait que pour certains, on peut se permettre des grands pas, pour d'autres, ce sont des petits pas. Ce que Mourad a dit tout à l'heure qui est essentiel, c'est que s'il n'y a pas de projet associatif au départ, comment voulez-vous qu'on soit capable d'évaluer quoi que ce soit? Donc si on ne sait pas s'évaluer, comment voulez-vous progresser? Pour progresser, c'est par rapport à un état des lieux qu'on a fait à un moment donné dans des conditions particulières. Si la majorité des petites structures n'ont pas fait cet état des lieux parce qu'ils n'ont pas de projet associatif, ils ne savent pas où ils vont, à part produire de la performance sportive ou des relations sociales, etc. Donc je pense qu'on dit la même chose. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a effectivement une urgence, mais que selon l'acteur qu'on est et l'endroit où on se trouve dans l'écosystème, il faut s'y prendre peut-être un petit peu différemment. Mais moi, ça me conforte. Tout ce que j'ai entendu, je suis vraiment très heureux. C'est une raison supplémentaire pour laquelle je suis heureux de ces entretiens aujourd'hui. C'est qu'on est vraiment dans cette phase de prise de conscience que l'écosystème est très complexe. Il y a plein d'acteurs très différents qui vivent dans le même univers, mais qui n'ont pas le même langage, comme tu le disais tout à l'heure, qui n'ont pas le même niveau de connaissance, qui n'ont pas les mêmes outils. Et donc, c'est la question de l'alignement qui est une des questions centrales de cette journée. Oui. Et si je peux rebondir aussi, ça va reprendre un peu de ce qu'on a tous et toutes dit juste avant, mais effectivement, on part tous d'un endroit différent. On fait, nous aussi, beaucoup de choses descendantes, sauf qu'en fait, à la fin, on demande toujours les choses aux mêmes personnes qui sont souvent bénévoles dans les clubs et qui sont dans une surcharge déjà, puisque les compétitions sportives demandent des nouvelles aussi règles juste de sécurité, de logistique, comme on disait tout à l'heure, et qu'une fois qu'on a fait ça, effectivement, on a du mal à passer au reste. Et du coup, voilà, c'est un petit pas, comme ça a été dit, mais c'est pour ça que nous, on a aussi essayé d'avoir cette posture un peu de proposer la chose clé en main, ok, on vous fait de la sensible et on vous demande de faire des choses, mais du coup, on vous propose aussi un moyen de les mettre en œuvre qui soit pas trop chronophage, ni qui vous demande de ressources financières ou humaines supplémentaires, parce qu'on sait que c'est compliqué. Et là, j'insiste encore, je pense que vraiment, en tout cas sur l'organisation des compétitions et sur l'organisation du sport en général, c'est là toute la place que peuvent prendre les fédérations, les comités olympiques, le comité national olympique, les instances nationales comme Cosmos, etc. Et je pense que c'est aussi là qu'on peut se répartir et que peut-être structure locale, on peut effectivement aller sur les petits pas, sur la mise en action concrète, immédiate, qui aussi permet d'investir les gens vers après des choses un peu plus grandes et avec un peu plus de recul. Et que effectivement, c'est important, et là je fais un peu le plaidoyer, mais pour que les instances nationales prennent en main ces grands pas pour pouvoir nous aider, nous, sur le terrain au niveau local, quoi. Donc on a une dernière question. Oui, bonjour, je suis Flore Satarad, je travaille à l'agglomération Grand Paris Sud en Ile-de-France, mais je parle plutôt là sur ma casquette comité de l'Essonne d'athlétisme, parce que ce qui me fait rebondir, et je rebondis aussi sur ce que vous dites madame et monsieur, c'est en tant qu'athlète, la fédération elle nous oblige à faire des compétitions aux quatre coins de la France. Si on n'y va pas, on perd des points. Si on n'a pas de points, on ne peut pas aller se présenter devant les collectivités pour faire des financements, enfin retrouver des financements. Donc c'est en fait... même si on a l'envie, moi c'est ce que je vais porter au sein de mon comité, si je leur dis on n'y va pas, on fait un 0 et on a perdu tous nos points, mais du coup l'enjeu il est énorme pour nous et en fait il faut que ça descende d'en haut et qu'on revoie tout le système, même des compétitions. Les interclubs chez nous, on peut aller à Lille ou à Marseille et il faut déplacer toute l'équipe parce qu'il faut représenter toutes les enfin toutes les épreuves de l'athlé, on est 100 à partir, ça fait partie du jeu quoi, donc on fait comment ? Je peux donner un petit élément. Alors, rien n'est facile. Hein. Alors, vraiment, rien n'est facile, ça, il faut quand même le dire. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Je crois que partout où on peut faire quelque chose, il faut le faire. Par exemple, nous, en tennis de table, on est passé d'équipes de 6 à des équipes de 4. Donc, on a complètement gommé la culture que nous avions des équipes de 6 depuis que je suis petit, c'est des équipes de 6. Et on a dit, maintenant, c'est des équipes de 4, parce qu'on veut moins de gens sur la route. Voilà, on l'a fait, pardonnez-moi de le dire comme ça a gueulé.
mais bon, on l'a fait. Je crois qu'il faut aussi avoir le courage politique de faire des choses importantes. Par exemple, nous, on est en train d'étudier actuellement. On a, dans notre championnat, on a 3 niveaux de national. On va le réduire à peut-être qu'un seul niveau de national. Pourquoi on ferait qu'un seul niveau national? Eh ben parce que ça fait moins de gens qui se déplacent loin. Bon, je voulais que je vous dise, ça gueule. Mais bon, écoutez, ça c'est mon boulot. C'est mon boulot que d'avancer plus vite, c'est de prendre des mesures qui soient fortes et les plus fortes possibles. Bon. Cette table ronde génère de toute évidence tout un tas de questions. Il y a 3 ou 4 mains qui se sont levées. Malheureusement, je m'excuse, on est obligé de respecter l'horaire. Marie-Liesse me regarde avec des yeux très très gros. Il est 15 h. Remercions l'ensemble des membres de cette table ronde.